Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehed. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour, voici une nouvelle émission de Ad litteram dans laquelle nous expliquons la Constitution tunisienne. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission qui est consacrée à l'explication du préambule de notre Constitution. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Slim Larmeni, qui est un docteur en droit public et le président de l'Association tunisienne de droit constitutionnel, pour poursuivre l'analyse du préambule. Bonjour mon professeur. Bonjour, merci de l'invitation encore une fois. C'est toujours un plaisir. L'autre fois, nous avons expliqué un tout petit peu le premier paragraphe du préambule, qui est composé de 5 paragraphes. Je voudrais, avant d'entamer le deuxième paragraphe, vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un paragraphe qui a plus d'importance, qui a plus de sens dans ce préambule? Je pense que oui, je pense que le paragraphe central, c'est le troisième paragraphe. Il se trouve que il est central également au niveau de la succession des paragraphes, puisque ce paragraphe parle du fondement de l'État, du fondement du régime politique, de l'État de droit. Donc on va passer beaucoup plus de temps sur ce paragraphe 3. Sinon, on revient au paragraphe 2. Est-ce qu'il s'agit des composantes de l'identité du peuple tunisien, puisque ça parle de l'enseignement de l'islam, l'ouverture et tolérance, les principes universels des droits de l'homme, etc. Oui, d'ailleurs c'est le cas du paragraphe 2 dont vous parliez à l'instant, et du paragraphe 4. Les deux traitent de la question de l'identité. Ils se ressemblent ou bien ils se répètent? Il y a une sorte de répétition. Mais l'idée essentielle qu'on retient du second paragraphe, c'est cette volonté de concilier entre tradition et modernité, entre identité arabo-musulmane et acquis civilisationnels, notamment les droits humains. Les droits universels, Et puis au niveau du paragraphe 2 également, ce souci a été laborieux. Quand on voit l'histoire de la rédaction de ce paragraphe second, il y a eu beaucoup de débats sur les mots qu'on utilise. Est-ce qu'il n'y avait pas des disputes? Oh, il y avait des disputes parce que je me souviens que la phrase avec laquelle commence ce paragraphe, exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l'islam, a fait l'objet de très très vifs débats, puisqu'au départ il était question d'une autre formulation sur la base de. Et ça avait été contesté en disant ça peut poser un problème par rapport à la suprématie de la Constitution. Donc il y aurait quelque chose au-dessus de la Constitution, ce qui juridiquement ne se peut. N'est pas acceptable. Et donc là, nous avons une formule plus équilibrée sur modernité et tradition. Le troisième paragraphe, on en parle maintenant, si vous voulez bien, parce que c'est le paragraphe central. Oui. Et ce paragraphe est extrêmement dense. Laissez-moi juste la chance de dire quelques expressions, quelques notions qui ont été citées dans ce paragraphe à nos auditeurs et à nos auditrices. Ça parle de démocratique participatif, ça parle d'un État civil, la souveraineté appartient au peuple, ça parle des élections, de la séparation des pouvoirs, du pluralisme, etc. Oui, on peut même dire plus. Ce paragraphe contient 16 concepts. Exactement. J'ai fait le compte, 16 concepts qui sont donnés successivement. Il y a le régime républicain, le régime participatif, l'État civil, la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs et l'équilibre entre les pouvoirs, les élections libres, le droit de constituer des partis, des associations, le pluralisme, la succession pacifique au pouvoir, la compétition politique, la suprématie de la loi, le respect des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, l'égalité entre les citoyennes et les citoyens en droit et en devoir, et la justice ou l'équité entre les régions. Et tout cela, qui n'ont pas un rapport les uns avec les autres. Absolument pas. Ça donne un paragraphe extrêmement difficile à lire. Est-ce que je peux me permettre de dire que ça ressemble à une sorte de fourre-tout? On a voulu tout mettre dans ce paragraphe. Dans ce paragraphe, il y a simplement une succession de concepts. Mais il n'y a pas de structure. Je dirais qu'il est juridiquement illisible, grammaticalement illisible. On a voulu tout mettre dans ce paragraphe et au final, c'est une perte de sens qu'on a obtenue. Une perte de sens. Même au plan de la rédaction grammaticale, on ne sait plus où est les verbes, où est le complément, etc. Quelle est la structure de cette phrase? Ce qui me pose problème,
c'est que, comme l'article 145 de la Constitution donne au préambule valeur obligatoire, la question qui se pose, c'est va-t-on donc appliquer tout ce qui se trouve dans ce paragraphe? Je vous donne de cela un exemple. On parle de succession pacifique, l'alternance au pouvoir, une alternance pacifique. Si on donne à ce concept une valeur contraignante, que se passe-t-il s'il n'y a pas d'alternance? Il est tout à fait possible que 2 élections de suite, le peuple choisisse librement la même majorité. C'est tout à fait possible. Et donc, est-ce que l'alternance est une obligation? Auquel cas, elle contredirait la volonté du peuple si le peuple veut 2 élections de suite choisir la même majorité politique. Et donc, vous voyez, ça pose un problème au niveau même de l'interprétation juridique. De dire l'alternance, d'intégrer l'alternance politique dans ce paragraphe peut poser un problème par rapport à la constitutionnalité des élections. Parce que rien n'empêche un peuple de choisir 2 élections de suite. Même plus. Le même chef d'État ou le même Parlement. Le même chef d'État, c'est un maximum, 2 fois de plus. Parce que de par la Constitution... Mais pour la majorité parlementaire, non, oui, ce n'est pas le cas. On peut choisir la même majorité, même pendant 2, 3, 4 mandats successifs. Absolument. Et même plus, nous avons l'Italie gouvernée par la démocratie chrétienne pendant 40 ans pratiquement. Rien ne l'empêche si la volonté du peuple est libre. C'est pour ça que les constitutions des démocraties classiques évitent de constitutionnaliser l'alternance politique. D'accord. Parce que ça peut poser un problème par rapport à la volonté du peuple. Ad litteram. Le paragraphe 4, professeur Slim, parle de beaucoup de choses en même temps aussi. Oui. Par exemple, ça parle de l'appartenance à la Oumma arabe et islamique. Absolument. Ce paragraphe 4, je pense qu'il traite de 2 questions, il lie 2 questions qui sont différentes. La question, encore une fois, de l'identité, je pense logiquement que cela aurait dû être intégré dans le paragraphe 2, consacré à l'identité, et cette appartenance à la Oumma arabo-musulmane. Oui. Et puis il parle de politique étrangère. Oui. Or, il aurait fallu consacrer un paragraphe à la politique étrangère qui est un des aspects fondamentaux de la constitution d'un État. C'est-à-dire cette appartenance au Maghreb, cette appartenance à l'unité arabe, ou ce vœu de réaliser l'unité arabe, et cette appartenance au peuple musulman et au peuple africain. C'est cela, avec l'insistance sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la question de la Palestine. Tout à fait. Maintenant, il aurait mieux valu que ce paragraphe fût entièrement consacré à la politique étrangère. Et on doit relever une lacune dans ces différentes appartenances tunisiennes, une lacune volontaire, parce qu'on en a discuté, on a refusé de l'intégrer. C'est le fait que nous appartenions à la Méditerranée. À la Méditerranée. Parce que ça pourrait poser un problème ou une sorte de contradiction avec la fin de ce paragraphe qui parle de soutenir la cause palestinienne. Oui, soutenir la cause palestinienne n'aurait posé aucun problème avec la reconnaissance de notre appartenance à la Méditerranée pour une raison très simple, c'est que l'État tunisien ne reconnaît pas Israël en tant qu'État. Et donc quand je dis la Méditerranée, d'un point de vue juridique interne tunisien, ça ne concerne pas Israël, puisque nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël jusqu'à présent, et pas avant que ne soit résolue la question palestinienne et que le peuple palestinien exerce son droit à l'autodétermination. On va terminer avec le paragraphe 5. Il me semble que ça parle des droits de la 4e génération. Je me trompe? Oui, encore une fois, le paragraphe 5 traite également des aspirations du peuple. Encore une fois, vous le voyez, c'est un autre exemple de la mauvaise structuration de ce préambule. Il aurait fallu, effectivement, comme vous l'avez dit, consacrer la totalité de ce paragraphe aux questions des droits de la 3e génération, et notamment le droit à l'environnement sain. L'environnement, la pérennité. Mais on ne voit pas ce que les ambitions du peuple viennent avoir là-dedans, alors que le premier paragraphe traite précisément de la volonté du peuple et de son ambition. Ce qui me fait dire, en conclusion, que ce préambule ne correspond pas à la légistique, c'est-à-dire à une rédaction à la fois claire, concise et raisonnée d'un texte juridique. La structure est tout à fait contestable, la structure de ce préambule. Il y a tout, on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui manquent, mais il y a tout n'importe où. C'est ça ce qui rend difficile la lecture de ce préambule. On aura terminé avec le préambule, professeur Slim. Merci. Merci à vous. C'est tout pour cette émission. On se verra la prochaine fois, n'est-ce pas? Inch'Allah. Vous, moi et les auditrices et les auditeurs. Au revoir.
ad littéram par Emel Cheikh.